Aujourd'hui, nous allons étudier la dualité entre particules de la lumière. Et c'est un cours qui est fait en terminale C et D. Et donc, le décor étant planté, nous avons le titre de la leçon « Dualité entre particules de la lumière ». Alors, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il faut toujours ausculter le titre de la leçon parce que le titre de la leçon peut vous donner un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre de comprendre la suite de cette leçon-là. Et quand je regarde ici, on parle de dualité. Et là, on parle de dualité entre particules. Dualité veut déjà dire que nous avons deux éléments. Et quand nous avons deux, quels sont ces deux éléments? Il y a l'onde, ou encore les ondes, et les particules qui se trouvent dans la lumière. Ça veut dire que dans la lumière, il y a deux caractères. La lumière peut être considérée comme étant une onde, ou la lumière peut être considérée comme étant une particule. Mais pour un premier temps, nous allons d'abord étudier la nature ondulatoire de la lumière. Et vous savez que nous sommes dans le domaine scientifique et pour montrer cette nature, on a toujours besoin d'une expérience. Et on va y arriver. Et au départ, disons, on va commencer par parler de la nature de la lumière au grand 1. La lumière, virgule, la lumière, virgule, comme tout phénomène, la lumière, virgule, comme tout phénomène, peut se concevoir comme une onde, peut se concevoir comme une onde, peut se concevoir comme une onde, peut se concevoir comme une onde. La lumière, virgule, comme tout phénomène, virgule, peut se concevoir comme une onde ou comme un flux de particules ou comme un flux de particules ou comme un flux de particules. Flux, ça s'écrit comme ceci. Comme un flux de particules, particules avec S. Et comment on appelle ces particules donc? Ouvrez la parenthèse. Appelez photons. Donc les particules qui se trouvent dans la lumière sont appelées des photons. Voilà pourquoi vous entendrez parler des piles photovoltaïques. Au grand 2, donc, nous allons rentrer dans le vif. Nous allons étudier la première partie, donc, la lumière est une onde. La lumière est une onde. Donc, grand 2, la lumière est une onde. La lumière est une onde. La lumière est une onde. Grand 2. Alors, pour que nous puissions dire que la lumière est une onde, il faut se fier à une expérience. Et parmi les expériences, je veux dire que ce n'est pas la seule expérience, mais parmi les expériences que nous étudions en classe de terminale C et D, c'est l'expérience Jung. Donc, on peut écrire l'expérience des fentes Jung. 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 L'expérience
des fentes Jung. Voilà comment Jung s'écrit. L'expérience des fentes Jung permet de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Permet de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. L'expérience des fentes Jung permet de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. 2 points. Alors, je vais prendre ici, nous avons là une source, et là nous avons par exemple un contreplaqué, et on a mis des trous. Et là, c'est la fente F1, et ici, c'est la fente F2. Et la distance entre les deux fentes ici sera appelée par A. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une source placée ici, et quelque part ici, nous avons un écran. L'écran E, et la source envoie de la lumière sur le contreplaqué ou le carton qui a été percé de 2 trous. Et à partir d'ici, le même phénomène qui s'est passé ici, vous voyez, là, les 2 rayons se sont écartés. Là aussi, les 2 rayons vont s'écarter. Là aussi, les 2 rayons vont s'écarter. Voici ce que nous allons observer. On pourra ramener l'écran. Et là, nous avons les 2 rayons qui se sont écartés. Donc, la fente F1 ici s'est comportée comme aussi étant une source. Voilà pourquoi la fente F1 est appelée source secondaire. Là aussi, il y aura le même phénomène. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Alors, ici, je peux placer un écran. Bien. Et donc, voici notre écran qui est à cet endroit. Et qu'est-ce que nous constatons? Que dans cette zone, il y aura un phénomène qui va se passer dans cette zone. Ici, nous avons par exemple le point M. Là, on peut placer le point A. Ici, c'est le point O. Là, c'est le point C. Et ici, on place le point B. Et la distance ici sera par exemple appelée X. Alors, voici donc l'expérience Jung. Il y a une source qui est ici, ça c'est la source réelle, mais les 2 là sont des sources virtuelles. Donc, c'est juste des petits trous qui diffractent également de la lumière ici. Et les 2 rayons qui se placent ici, il y aura un phénomène qui va se passer ici. Et ce phénomène-là, c'est ce phénomène qu'on appelle phénomène d'interférence lumineuse. Mais on va y arriver. Donc, vous allez prendre le schéma, mais vous pouvez laisser momentanément un petit vide pour que vous puissiez prendre au fur et à mesure que nous allons marquer quelques pauses, le schéma qui est ici au tableau. Alors donc, nous disons, l'expérience consiste à éclairer par une source lumineuse. L'expérience consiste à éclairer par une source lumineuse. L'expérience consiste à éclairer par une source lumineuse un écran
Donc ici, nous avons aussi un écran. Nous avons aussi un écran ici. Et nous allons suivre ce qui suit. L'expérience consiste à éclairer par une source lumineuse un écran percé de 2 fentes très fines. C'est-à-dire que les trous qui sont ici sont très petits. L'expérience consiste à éclairer par une source lumineuse un écran percé de 2 fentes très fines et très rapprochées. Très fines et très rapprochées. Ça veut dire que la distance entre les 2 fentes ici, elle est très très petite. 2 fentes très fines et très rapprochées. Point. Ces 2 fentes se comportent comme 2 sources secondaires. Donc ça, c'est la source principale. Et ça, F1 et F2 sont des sources secondaires. Ces 2 fentes se comportent comme 2 sources secondaires d'émission lumineuse. D'émission lumineuse. Point à la ligne. Une plaque photographique est placée derrière l'écran. Une plaque photographique. Une plaque photographique placée derrière l'écran enregistre la lumière. Enregistre la lumière. Enregistre la lumière ici issue des 2 fentes. Issue des 2 fentes. Issue de 2 fentes. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe? Cette plaque photographique va nous donner le schéma ici présent. Va nous donner un schéma un peu similaire à ce que nous avons. Alors, et ce schéma, voici ce que nous allons observer sur ce schéma. Nous allons observer des bandes sur cette plaque photographique plutôt. Nous allons observer des bandes. Nous allons observer des bandes. Voici un peu l'image que nous aurons entre A et C. Voici la figure que, disons, la plaque photographique va nous donner. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons qu'il y a alternance. Il y a alternance. Si ici c'est une frange brillante, là c'est une frange sombre. Brillante, sombre, brillante, sombre, brillante, sombre. Et donc c'est ce phénomène que nous observons entre A et C. Et ce que nous avons ici, nous pouvons appeler ça figure d'interférence. Figure d'interférence. Il faudrait que j'écrive un peu plus gros. Figure d'interférence. Figure d'interférence. Bien. Voici donc ce qui est observé ici, mais si l'on plaçait une plaque photographique ici pour nous donner, disons, ce qui se passe ici, le dessin qu'il y a ici, eh bien, ce dessin-là est reporté là. Et donc,
nous pouvons dire quoi? On observe une figure d'interférence propre au phénomène ondulatoire. On observe une figure d'interférence propre. On observe une figure d'interférence propre au phénomène ondulatoire. Au phénomène ondulatoire. Au phénomène ondulatoire. Au phénomène ondulatoire. Point. Les phénomènes, à la ligne donc, les phénomènes de diffraction, donc nous avons ici déjà une diffraction de la lumière, et après, nous allons observer avec les deux sources un phénomène d'interférence. Les phénomènes de diffraction et d'interférence nous permettent d'affirmer les phénomènes de diffraction, vous pouvez même écrire ça et souligner, les phénomènes de diffraction et d'interférence, là aussi vous pouvez souligner interférence, et d'interférence nous permettent d'affirmer que la lumière est une onde. Nous permettent d'affirmer que la lumière est une onde. Nous permettent d'affirmer que la lumière est une onde. Alors, on va passer maintenant à l'observation de ce que nous constatons ici. Donc, au petit 1, observation. Observation. Vous savez que la démarche scientifique veut qu'il y ait une expérience, une observation et une interprétation. Donc, nous avons ici notre expérience et nous allons donc observer ce que nous allons voir une fois tout le mécanisme en place et après nous allons donner une interprétation. Et vous devrez comprendre qu'en physique, l'interprétation est beaucoup plus mathématique. Donc ici, nous sommes un peu encore dans la littérature, mais en physique, bien entendu. Observation. Lorsque S, donc la source ici, lorsque S émet, le verbe émettre, lorsque S, virgule, lorsque S émet, virgule, les fentes F1 et F2 étant ouvertes, 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 virgule, on observe sur les parties, on observe sur les parties, on observe sur les parties MA et CB, MA et CB de l'écran, un éclairement uniforme, un éclairement uniforme, un éclairement uniforme, un éclairement uniforme. Point.
Sur la partie AC, donc dans cette zone, sur la partie AC, on observe des bandes alternatives, c'est-à-dire ce que nous avons représenté ici. On observe des bandes alternatives, c'est-à-dire les bandes les unes après les autres. On observe des bandes alternativement brillantes et sombres. Alternativement brillantes et sombres. Alternativement brillantes et sombres. Sombre ici, on peut dire obscur, donc entre parenthèses, obscur. Donc on peut dire brillante et obscure ou brillante et sombre, c'est la même chose. On observe des bandes alternativement brillantes et sombres. 2 points. Ce sont des franges d'interférence. Et donc, ces bandes-là sont des franges d'interférence. Ce sont des franges d'interférence. Et c'est là où vous allez entendre les termes franges brillantes, franges sombres. Les franges brillantes et les franges sombres sont des franges d'interférence. Ce sont des franges d'interférence. Point. Ce phénomène se rapproche de celui des interférences mécaniques. Vous voyez que l'école est une suite, et il y a une suite logique. Lorsque vous avez étudié une notion, attendez-vous à ce que cette notion-là puisse intervenir dans ce qui va suivre. Nous avons déjà étudié les interférences mécaniques, et vous allez voir vous-même le rapprochement. Ce phénomène se rapproche de celui des interférences mécaniques, pour lesquelles on avait un mouvement plus intense, 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 plus intense. Ouvrez la parenthèse, ligne de vibration maximale. Ligne de vibration maximale. Ligne de vibration maximale. Fermez la parenthèse. Et l'immobilité, ouvrez la parenthèse, ligne au repos. Ligne au repos. Fermez la parenthèse. Alors qu'ici, voilà, alors qu'ici, c'est-à-dire alors qu'ici, que ici, ben, vous-même vous connaissez les règles françaises. Alors qu'ici, on a une lumière intense. On a une lumière intense. Ouvrez la parenthèse, frange brillante. Alors qu'ici, on a une lumière intense. Ouvrez la parenthèse, frange brillante ou ligne de vibration maximale. Frange brillante ou ligne de vibration maximale. Fermez la parenthèse. Et l'obscurité, ouvrez la parenthèse, et l'obscurité, ouvrez la parenthèse, frange sombre ou ligne de vibration nulle. 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 Point. Au petit 2, observation, plutôt interprétation.
Station. Tout à l'heure, j'ai parlé de la démarche scientifique qui veut bien qu'il y ait une expérience, une observation, une interprétation. Et nous sommes donc dans la phase d'interprétation. Interprétation. À la ligne, l'apparition des franges montre que l'apparition des franges montre que la lumière est une onde. Montre que la lumière est une onde. Montre que la lumière est une onde. Et nous avons déjà vu l'équation d'onde. Montre que la lumière est une onde dont l'équation du mouvement est de la forme. 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 Et ce n'est pas nouveau pour vous parce que nous avons étudié ça avec les oscillateurs harmoniques et les oscillateurs non harmoniques. L'apparition des franges montre que la lumière est une onde dont l'équation du mouvement est de la forme y égale à A sinus oméga t plus phi. Point à la ligne. À chaque lumière est donc associée, 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 à chaque lumière est donc associée une équation du type y égale à A sinus oméga t plus phi. À chaque lumière, donc qu'elle soit bleue, jaune, rouge, puisque dans le oméga, oméga est égal à 2pi n. N, c'est la fréquence. Et puisque chaque lumière est caractérisée par sa fréquence, ça veut dire que chaque lumière est associée à une équation de ce type. À chaque lumière est donc associée une équation de type y égale à A sinus oméga t plus phi. À chaque lumière est donc associée une équation du type y égale à A sinus oméga t plus phi. Point à la ligne. Si on suppose phi égale 0, si on suppose phi égale 0 à t égale 0, car phi ici, c'est la phase à l'origine, donc à t égale à 0. Et tout ceci, c'est la phase à l'instant t. Donc, si on suppose phi égale 0 à t égale à 0, alors YS1 égale à YS2 égale à A sinus 2pi t sur t. Ici, le oméga est égal à 2pi n. Et n est égal à, ici, on aura 2pi n égale à 1 sur t. Donc, on peut écrire ici 2pi sur t. Donc, rien n'a changé, sinon qu'on a seulement remplacé oméga par 2pi t, 2pi sur t. Point à la ligne. En un point M, situé à une distance D1, je disais, en un point M, situé à la distance D1 de S1 et D2 de S2, virgule, le point M vibre avec un retard θ1 égal à D1 sur V.
et θ2 égale à D2 sur V. En un point M situé à la distance D1 de S1 et D2 de S2, le point M vibre avec un retard θ1. Naturellement, θ1 par rapport à F1 et θ2 par rapport à F2, puisque F1M c'est D1, F2M c'est D2. Ainsi, Y F1M égale à A sinus 2pi T moins 2pi sur lambda D1 et Y F2M. Ici, nous aurons A sinus 2pi sur T fois T moins 2pi sur lambda D2. Et vous constatez vous-même que nous ne sommes pas loin de ce que nous avons étudié dans les interférences mécaniques. Voilà pourquoi il faut toujours s'inspirer de ce qui a été fait bien avant pour avancer. Alors, une fois nous avons YF1M, YF2M, au point M où les deux ondes vont se rencontrer, il y aura une superposition. Et donc, nous pouvons écrire cette équation de superposition. YM qui est égal à YF1M plus YF2M, et ceci va nous donner grand A sinus 2pi T, alors, plus ici, psi. Et par analogie avec ce que nous avons déjà fait, le grand A, donc l'amplitude, est égal à 2A cosinus, valeur absolue de pi sur lambda D, disons D2 moins D1. Voici l'amplitude que nous allons trouver lorsque nous allons additionner les deux. Vous savez que nous allons nous retrouver encore une fois de plus avec sinus P plus sinus Q, et ce qui nous donnait 2 cosinus P moins Q sur 2, facteur de sinus P plus Q sur 2, et finalement on se retrouvait avec cette expression-là comme amplitude. Et une fois de plus encore, je veux me focaliser ici pour que nous puissions regarder ce que nous avons étudié avant. Parce qu'on se basait toujours sur la notion d'amplitude. Effectivement, ici aussi, lorsque nous allons parler de l'amplitude maximale, ça veut dire que les franges sont brillantes. Et lorsque nous allons parler de l'amplitude nulle, les franges sont sombres. Donc, le grand A, l'amplitude, est égale à 2A cosinus. Alors, premier astérix, point d'amplitude maximale ou frange brillante. Point d'amplitude maximale ou frange brillante. Point d'amplitude maximale ou frange brillante. Et nous avons étudié que lorsque les points sont d'amplitude maximale A est égal à 2A, plus ou moins 2A, et on faisait tout le travail. Mais aujourd'hui, vous voyez que je me sens très très à l'aise lorsque je parle de ça parce que déjà les expressions sont connues.
point d'amplitude maximale ou frange brillante. Et ici, nous aurons D2 moins D1 qui est égal à K lambda. D2 moins D1 qui est égal à K lambda. Deuxième astérix. Point d'amplitude nulle ou frange sombre. Point d'amplitude nulle ou frange sombre. Donc, les points d'amplitude maximale, les franges sont brillantes. Les points d'amplitude nulle, les franges sont sombres ou obscures. Point d'amplitude nulle ou frange sombre. Et ici, nous aurons le A qui serait égal à 2A, et plutôt qui serait égal à 0. Et tout le travail, une fois fait, on va se retrouver avec D2 moins D1 qui est égal à 2K plus 1 facteur de lambda sur 2. Tout ce travail était déjà fait dans les interférences mécaniques. Donc, nous, on n'a plus à se casser la figure là-dessus. Alors, puisque nous avons la distance D1, la distance D2, alors ici, on va intégrer une nouvelle dimension dans notre cours, et ça serait une notion nouvelle pour vous. Et on va parler au petit 3 de différence de marche. 3, différence de marche. Différence de marche et interfrange. Et interfrange. Différence de marche et différence de marche et interfrange. Différence de marche et interfrange. Au 3.1, différence de marche. Différence de marche. Bien, mais vous allez certainement vous poser la question ici, mais de quelle marche s'agit-il ici? Mais nous allons parler, bien entendu, de la marche de la lumière. Et la marche de la lumière, d'aucuns vont dire, mais la marche de la lumière, c'est quoi exactement? Mais celui qui a suivi ses cours de manière régulière depuis les classes de 4e, 5e, alors on avait déjà commencé à faire le cours d'optique. Et ici, la marche de la lumière n'est autre que le chemin suivi par la lumière. Et à partir d'ici, donc, nous aurons un autre schéma que nous allons exploiter. Alors là, nous avons F1, F2, et ici, nous avons le même phénomène, c'est-à-dire le phénomène de diffraction. Il y aura aussi un autre rayon ici, mais nous, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est un seul rayon qui va nous intéresser le plus. Voilà. Nous, c'est un seul rayon qui va, un seul côté plutôt, qui va nous intéresser. Bon, maintenant, si on étudie de ce côté-ci, ça veut dire que la réciprocité est vraie. Alors, donc, ici, nous avons D1, et là, nous avons D2, et là, nous avons le point M. Ici, nous avons notre écran E,
Et là, nous avons le centre O. Et à partir d'ici, on peut s'arranger de telle sorte qu'on fasse une projection. On va trouver ici H1. Et là aussi, en faisant la projection, vous voyez que c'est en pointillé, je me retrouve ici avec H2 et la distance entre les deux fentes est égale à A, et entre les fentes et l'écran, cette distance-là, on la note par la lettre grand D. Donc, E ici, c'est mis pour écran. Et de là à là, nous avons la distance X. Alors, on nous demande de trouver la différence de marche. Mais qu'est-ce que nous entendons par différence de marche? La différence de marche est notée par la lettre delta, qui sera donc égale à quoi? À D2 moins D1. Alors, il faut donc que nous puissions nous battre avec tous les éléments que nous avons au tableau pour que nous puissions trouver D2 moins D1 peut être égal à quoi exactement. Et pour faire cette étude, nous avons besoin de mathématiques. Et pour que nous puissions faire les mathématiques, il faut toujours être attentif. Et c'est beaucoup plus de la géométrie. On va considérer les figures géométriques. Alors, regardons ici. Nous avons ici D1, là nous avons D2. C'est-à-dire que notre problème, c'est de trouver D1, D2 en fonction certainement de A et probablement aussi de X et éventuellement de la distance grand D. Alors, si nous disons, considérant le triangle, et quel triangle ici? Nous aurons F1, H1, M. Alors, en considérant ce triangle, nous avons ici D1 qui est l'hypoténuse. Et donc, en appliquant le théorème de Pythagore, nous avons D1 carré qui sera donc égal à F1 H1 au carré plus M H1 aussi au carré. Alors, à partir de là, mais nous pouvons dire quoi? On va d'abord chercher à exploiter ce qui est ici. Or, F1 H1, cette distance, c'est grand D. Donc là, on a déjà une partie du problème qui est réglée. Et M1, M plutôt H, voici ce que nous avons. Or, ici, de là à là, nous avons X. Donc, on peut dire quoi? Que X est égal, là, A sur 2, plus M H1. Et nous avons besoin de M H1. M H1 sera donc égal à X moins A sur 2. Et on va tout injecter dans D1. Et on aura D1 au carré qui sera donc égal à D au carré plus X moins A sur 2, le tout au carré. Là, nous avons déjà trouvé D1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? On va chercher à trouver D2 et après, nous allons rassembler D1 et D2 et peut-être probablement faire ressortir les identités remarquables. Alors, donc ici, nous disons, considérant le triangle. Et ici, c'est quel triangle? Nous avons F2, F2, H2, M. Et là aussi, on va appliquer le théorème de Pythagore. On aura D2 carré qui sera donc égal
à F2H2 au carré plus H2M au carré. Or, F2H2 égale à quoi? Égale à D, grand D. Et ici, H2M égale à quoi? Égale à A sur 2 plus X égale à A sur 2, c'est-à-dire cette distance, puisque tout ça c'est A, et la moitié ici c'est A sur 2. A sur 2 plus X. Et ici donc, nous pourrons dire que D2 au carré est égal à D carré plus A sur 2 plus X, le tout au carré. Alors, si nous mettons D2 au carré moins D1 au carré, on va se retrouver, nous sommes en classe de 3e en mathématiques, c'est une identité remarquable A carré moins B carré. Nous aurons donc D2 moins D1 facteur de D2 plus D1. Voici ce que nous avons. Or, quand on se retrouve ici, nous avons déjà toutes les expressions D2 carré, D1 carré sont connues. Et nous pouvons aussi dire que D1 est pratiquement égal à D2 et donc égal à grand D. Et donc, déjà, là où nous avons D2 plus D1, ça va nous donner environ 2 grand D. Et donc, ici, on pourra donc écrire en revenant ici, on aura donc D2 moins D1 facteur de 2D égale, alors, D1, tout ce que nous avons ici, nous avons D2 carré est là, donc nous avons D carré plus A sur 2 plus X le tout au carré moins, nous avons D1 est là, donc moins D au carré, et le moins là, nous mettrons ici, nous aurons donc moins A sur 2 plus X et le tout au carré. Alors déjà, les deux là, D carré disparaissent. Nous avons ici D2 moins D1 fois 2D. Alors, ici, quand on développe, on aura X carré plus A carré sur 4 plus AX, c'est-à-dire A sur 2 fois X plus A sur 2 fois X va nous donner 2AX sur 2 et donc ça donne AX. Là, nous aurons X carré plus A carré. Il y a, ici c'est moins, c'est le signe moins ici. X carré, donc X carré plus A carré sur 4. Nous aurons donc ici aussi moins AX. Alors, quand on chasse les parenthèses, on se retrouve ici à D2 moins D1 facteur de 2D, et ici, ça peut déjà partir, X carré moins X carré, A carré sur 4 moins A carré sur 4, là aussi. Alors le moins là et le moins là, ça donne plus. Et donc ici, nous aurons 2AX. Et là, à gauche, il y a 2, là aussi, il y a 2.
on peut simplifier les deux et avoir D2 moins D1 qui sera donc égal à AX le tout sur D. Quelle est donc la conclusion finale? La différence de marche petit delta est égal à AX sur D. Voici l'expression de la différence de marche. Alors, donc, voici ce que nous avons comme différence de marche. Maintenant, nous allons regarder, quand il s'agit des franges brillantes, comment trouver la position X d'une frange brillante. Quand il s'agit d'une frange sombre, comment trouver la position d'une frange sombre. Alors, donc, ici, pour les franges brillantes, nous avons quoi? Nous avons dit que D2 moins D1 est égal à K lambda. Bon, si vous voulez, on peut d'abord commencer par D2 moins D1 égale à K lambda. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Petit delta est égal à D2 moins D1. Ça veut dire qu'on peut dire delta égale à K lambda. Et alors, nous aurons donc AX sur D égale à K lambda. Et ici, le X, on peut par exemple mettre le B. Donc, XB, c'est-à-dire X de la frange brillante. Et donc, nous aurons XB qui sera donc égal à K lambda D sur A. Voici la position d'une frange brillante. Maintenant, lorsqu'il s'agit des franges sombres, alors, quand nous avons des franges sombres, point n'est besoin que je mette encore D2 moins égal à 2K plus 1. Tout de suite, nous savons que nous aurons 2K plus 1 lambda sur 2 est égal à AXS sur D. Et XS sera donc égal à 2K plus 1 lambda D sur 2A. Alors, le 2 là, on peut l'insérer à l'intérieur. S'il rentre ici, on aura K et ici, on aura 1 demi. Et donc, dans ces conditions, on peut donc dire que XS est égal à K plus 1 demi facteur de lambda D sur A. Voici la position de la frange sombre et ça, c'est la position de la frange brillante. Et vous pouvez prendre ça et au 3.2, on va étudier la notion d'interfrange. Interfrange. Et l'interfrange est noté par la lettre petit i. Et donc, vous pouvez prendre tout ce qui est là avant que nous ne puissions passer sur la notion d'interfrange.
Bien. Je crois que vous avez pris bonne note. Alors, suivez-moi s'il vous plaît. Cette question revient constamment pendant les examens, que ce soit le bac ou encore d'autres concours professionnels que vous passez après le bac. L'interfrange. Qu'est-ce qu'on entend par interfrange? Alors, l'interfrange, vous allez prendre ça comme définition. On appelle interfrange. On appelle interfrange. On appelle interfrange. Alors, suivez très bien la définition. Nous allons la décortiquer après. On appelle interfrange, virgule. On appelle interfrange, virgule. On appelle interfrange, virgule, la distance séparant les milieux de deux franges consécutives de même nature. La distance séparant les milieux. La distance séparant les milieux de deux franges consécutives de même nature. Point. Alors, ici, vous regardez bien que j'insiste sur le mot la distance séparant les milieux. Parce que d'aucuns disent la distance séparant deux franges consécutives de même nature. Cette définition-là, en principe, elle n'est pas bonne. Mais pour qu'elle soit bonne, il faudrait toujours donner cette précision, la distance séparant les milieux. Vous allez dire, mais monsieur, pourquoi vous dites que ce n'est pas bien? Alors, je vais prendre deux situations ici. Alors, prenons le cas où nous avons cette partie et cette autre partie. Est-ce que ça, c'est l'interfrange? Je dis non. Si nous prenons par exemple là et là, et que nous disons que c'est la distance qui sépare deux franges, là aussi on va dire, c'est pas juste. Mais si par contre, nous avons le cas de figure ci-après, là, ça c'est le milieu, là aussi c'est le milieu, et là quand nous prenons la distance entre les deux milieux, nous avons l'interfrange I. Ou encore, ça c'est une frange sombre, on prend le milieu de la frange sombre, là aussi le milieu de la frange sombre, en prenant la distance entre les deux, nous avons ce qu'on appelle l'interfrange. Voilà pourquoi nous avons dit que l'interfrange, on appelle interfrange la distance séparant les milieux de deux franges consécutives de même nature. Donc les cas de figure ici présentés, ce ne sont pas des interfranges. Pour que ce soit des interfranges, il faudrait prendre les milieux. Point. À la ligne, considérons deux franges brillantes. Considérons deux franges brillantes consécutives. Considérons deux franges brillantes consécutives, telles que IB sera donc égal à X2 moins X1. Donc l'interfrange des franges brillantes, IB égale à X2 moins X1. Ou deux franges sombres consécutives telles que, ou deux franges sombres consécutives telles que, nous aurons IS égale à X2 moins X1. X2 moins X1. Alors, quand je dis ici X2, ça veut dire que nous sommes dans le cas de figure où nous avons XB
est égal à, ici, k égale à 2. Ou encore k égale à 1. Et donc ici, on peut donc tenter de regarder si IB est égal à IS. Alors IB, nous aurons donc X2, donc k égale à 2. Nous aurons donc ici 2 facteurs de lambda D sur A, moins X1, donc k égale à 1, lambda D sur A. Et là, nous avons le dénominateur commun, c'est A, 2 lambda 2 moins lambda D égale à lambda D. Donc, IB égale à lambda D sur A. Nous avons déjà montré que lorsque il s'agit de franges brillantes, l'interfrange est égal à lambda D sur D. Alors, donc, avec les franges sombres, nous aurons donc ici, par exemple, IS qui, en prenant K égale à 2, nous avons ici, soit là, soit ici, k égale à 2, 2 fois 2, 4, plus 1, ça fait 5, donc 5 demi de lambda D sur A, moins, alors k égale à 1, donc ici nous avons k égale à 1, 2 fois 1, 2, plus 1, ça fait 3, donc nous avons 3 demi de lambda D sur A. Alors ici, IS, nous aurons donc quoi? 2A, 2A, donc nous avons le dénominateur commun, c'est 2A. 5 moins 3 nous donne aussi, nous donne 2. 2 lambda D sur 2 lambda D. Et 2, 2 se simplifie. On constate que ici, IS aussi est égal à lambda D sur A. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez la définition, on n'a pas dit que l'interfrange, c'est la distance séparant deux franges brillantes ou encore deux franges sombres, mais on a dit l'interfrange, c'est la distance séparant les milieux de deux franges consécutives de même nature. Pourvu que les franges soient de même nature, l'interfrange aura la même expression. Donc, on peut conclure en disant que I est égal à IB, qui est égal à IS, qui est égal ici à lambda D sur A. Et donc, l'expression de I, c'est lambda D sur A. Alors, vous allez certainement dire, mais oui, cette expression peut nous... quel genre de question peut être qu'on peut poser par rapport à cela? Mais on peut vous dire, on peut vous donner plusieurs expressions. I, par exemple, égale à lambda D sur A. I égale à A sur lambda D. I égale à lambda fois A sur D. Et de ces trois questions, donner la bonne réponse. Alors, en ce moment-là, si vous ne connaissez pas votre cours, vous ne pouvez pas facilement donner la bonne réponse. Or, quelqu'un qui connaît son cours facilement donnera la bonne réponse. Alors, donc, ici, nous revenons pour dire que l'expression de I, c'est lambda D sur A. Voici donc l'interfrange. Et à partir de l'interfrange, qu'est-ce que nous pouvons aussi encore avoir? Ou encore quelle question peut être posée par la suite? Et donc, ici, nous allons voir ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. L'ordre d'interférence. Ordre d'interférence. Ordre d'interférence, et on appelle cet ordre, on note ça par la lettre P. À la ligne, on appelle ordre d'interférence de réel. On appelle ordre d'interférence. On appelle ordre d'interférence le réel P égale D2 moins D1 sur lambda. Ça veut dire que la différence de marche divisée par la longueur d'onde. P égale D2 moins D1 sur lambda. À la ligne, un astérix. Pour une frange brillante,
pour une frange brillante, pour une frange brillante, pour une frange brillante, virgule, vous écrivez au bic rouge, P est un entier. P est un entier. P est un entier. P est un entier. Deuxième astérix. Deuxième astérix. Pour une frange sombre. Pour une frange sombre. Pour une frange sombre. Pour une frange sombre. Pour une frange sombre, au bic rouge, P est un demi-entier. 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 Point. L'ordre à la ligne. L'ordre d'interférence renseigne. L'ordre d'interférence renseigne sur le numéro de la frange. 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 Comptez à partir de la frange centrale brillante. 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 Et donc, vous devrez retenir que la frange centrale, elle est toujours brillante. Comptez à partir de la frange centrale brillante pour laquelle P égale 0. P égale 0. P égale 0 pour la frange centrale. P égale 0. P égale 0. P égale 0. Point. Alors, petit à petit, nous sommes en train d'atterrir maintenant sur notre leçon du jour. Alors, nous allons donc étudier au 4 quelques applications. Quelques applications. Quelques applications. Quelques applications. 4.2. Éclairage. Éclairage par deux radiations. Par deux radiations. Éclairage par deux radiations. Éclairage par deux radiations. Éclairage par deux radiations. Éclairage par deux radiations. Point. Lorsque la source émet deux radiations, lorsque la source émet deux radiations, vous allez dire, mais comment est-ce que ça peut se passer? Mais lorsque vous circulez à la cité, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir une lampe, mais à l'intérieur, il y a deux ampoules. Et donc, si c'est une telle lampe qui est en train d'émettre, alors qu'est-ce que nous allons observer? Lorsque la source émet deux radiations de longueur d'onde lambda 1 et lambda 2, retenez aussi que la longueur, la couleur verte, le vert, le jaune, le rouge, chaque lumière a sa longueur d'onde. Et ces longueurs d'onde sont comprises entre 0,4 micromètres et 0,8, car là, c'est le domaine du visible.
Lorsque la source émet deux radiations de longueur d'onde lambda 1 et lambda 2, chaque radiation crée son propre système de franges. Chaque radiation crée son propre système de franges. Chaque radiation crée son propre système de franges, indépendamment de l'autre. Indépendamment de l'autre. Effectivement, parce que les deux radiations n'ont pas la même longueur d'onde. Donc, chaque radiation a son système. Chaque radiation crée son propre système de franges, indépendamment de l'autre. Mais la frange centrale brillante est commune. Mais la frange centrale brillante est commune. Mais la frange centrale brillante est commune aux deux lumières. Mais la frange centrale brillante est commune aux deux lumières. Mais la frange centrale brillante est commune aux deux lumières. Point. À certains endroits de l'écran, virgule, les systèmes des deux lumières se superposent. À certains endroits, on n'a pas dit à chaque endroit, non, à certains endroits. À certains endroits de l'écran, virgule, les systèmes de deux lumières se superposent. Les systèmes de deux lumières se superposent. Alors, lorsque donc nous avons deux longueurs d'onde différentes, quand il y a superposition de deux longueurs d'onde différentes, alors en ce moment-là, on parle d'un phénomène, et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la coïncidence. Les systèmes de deux lumières se superposent. Deux points, on dit qu'il y a coïncidence. 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 Point à la ligne. Dans ce cas, XB, donc, la position de la frange brillante de lambda 1 sera égale à la position de la frange brillante de lambda 2. Et ceci nous amène à écrire que K1, lambda 1, D sur A, car le D n'a pas changé, le A non plus n'a changé. Et K2, lambda 2, D sur A. Et vous savez que A se retrouve partout, D aussi se retrouve, et on se retrouve avec K1, lambda 1, qui est égal à K2, lambda 2. Alors, vous allez dire, mais cette relation peut nous amener à quoi? Mais on peut vous dire, voici la troisième frange brillante de lambda 1, quatrième frange ou cinquième frange brillante, donc quatrième frange brillante de lambda 1, troisième frange de lambda 2. Lambda 1 est connu, on peut vous demander de trouver lambda 2. C'est possible. Tout comme aussi, à partir d'ici, K1, I1 égale à K2, I2, on peut vous demander de trouver l'interfrange I1 ou encore I2 connaissant les différentes positions des franges de chaque système. Donc, je disais, dans ce cas, XB de lambda égale à XB de lambda 2, et ça nous amène à trouver cette relation. Point, petit 4, non, ça c'était 4,1. 4,1, excusez-moi. Alors, au 4,2, nous allons parler de l'éclairage en lumière blanche. Éclairage en lumière blanche. Éclairage en lumière blanche. Éclairage en lumière blanche. Cette fois-ci, l'ampoule
ne contient plus de radiation, mais c'est une ampoule qui éclaire maintenant avec une lumière blanche. Or, vous avez étudié le spectre de la lumière blanche en première quand vous avez fait le cours d'optique. Et dans ces conditions, nous allons utiliser une lumière blanche qui a à son sein plusieurs radiations. Et donc, on va dire, l'interférence lumineuse en lumière blanche donne des franges multicolores. L'interférence lumineuse en lumière blanche donne des franges multicolores. L'interférence lumineuse en lumière blanche donne des franges multicolores. Point. Toutefois, la frange centrale brillante commune, aux 7 radiations est unique. Toutefois, la frange centrale brillante commune aux 7 radiations, donc au sein de la lumière blanche, on parle de 7 radiations, 7, le nombre 7. Toutefois, la frange centrale brillante commune aux 7 radiations est unique et blanche. Aux 7 radiations est unique et blanche. Virgule. De part et d'autre, on a un spectre cannelé. Donc, il y a des cannelures. On a un spectre cannelé. Et quelle est la question ici qu'on peut vous poser? On vous dira, que constate-t-on lorsque les fentes sont éclairées par une lumière blanche? Effectivement, c'est tout ce petit discours que je viens de vous dicter, que vous allez nous reproduire. L'interférence lumineuse en lumière blanche donne des franges multicolores. Point. Toutefois, la frange centrale brillante commune aux 7 radiations est unique et blanche. De part et d'autre, on a un spectre cannelé. Point. 4.3. Interposition d'une lame. Interposition d'une lame à face parallèle. Interposition d'une lame à face parallèle. Interposition d'une lame à face parallèle devant une fente. Devant une fente. Devant une fente. Devant une fente. Voici le cas de figure. Nous avons ici F1. Là, nous avons F2. Eh bien, voici une lame qui est placée ici. Et cette lame a une épaisseur E et d'indice de réfraction N. Et alors, voici ce que nous... Voici ce que nous pourrons, par exemple, avoir. Donc, nous avons ici notre écran. Notre écran E. Voici ce que nous avons. À cet endroit, nous avons le point M. Bon, je veux dire ici, si là nous avons le point O, là nous avons maintenant le point O', par exemple. Alors, donc on place une lame. Et qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on interpose une lame à face parallèle, lorsqu'on interpose une
une lame à face parallèle, lorsqu'on interpose une lame à face parallèle, ouvrez la parenthèse, indice de réfraction n, c'est-à-dire le petit n que j'ai placé ici, c'est l'indice de réfraction. L'indice de réfraction n est d'épaisseur petit e. Vous fermez la parenthèse. Devant une fente. Virgule, la lumière connaît un retard tel que la différence de marche delta sera égale à AX sur D moins N moins 1 facteur de E. Et ça, vous avez étudié ça lorsque vous avez étudié le déplacement des lames à face parallèle en optique en première. Delta égale à AX sur D moins N moins 1 facteur de E. Point. Le système de frange se déplace en bloc du côté où la lame est placée. C'est-à-dire ici, le système de frange se déplace du côté de la lame. Cependant, lorsqu'on déplace la source, si on déplace la source vers le haut, le système se déplace vers le bas. Si on déplace la source vers le bas, le système se déplace vers le haut. Donc, il y a un phénomène d'antagonisme. Mais nous ne sommes pas encore là. À la ligne. Pour la frange centrale, mais je vais m'arrêter momentanément, cette expression nous permet de trouver quoi? On peut vous dire, bien, on a placé une lame ici, le système s'est déplacé du côté de la lame, trouvez cette distance OO', c'est-à-dire X, qui est le déplacement de la frange centrale. Alors, en ce moment-là, nous savons que lorsqu'il s'agit de la frange centrale, la différence de marche est toujours nulle. Et donc, nous allons prendre ici delta, qui sera égal à 0. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que ça c'est delta? Mais si nous avons le grand A, nous avons aussi le petit a. Et donc, si nous avons le grand delta, donc là, nous avons aussi le petit delta. Bon, ça, c'était juste pour fixer les esprits, parce que lorsque je suis en train de prononcer delta, il y a des gens qui peuvent se poser cette question. Alors, donc, je disais que pour la frange centrale, delta égale 0. Et si delta égale 0, nous aurons donc AX sur D moins N moins 1E sera égal à 0. Et nous aurons AX sur D qui va nous donner, bon, là dans ces conditions, on peut donner le X ici, l'indice 0. Donc pour dire la frange centrale qui s'est déplacée. Et donc là, nous aurons N moins 1 facteur de E, et on aura donc X0 qui sera donc égal à N moins 1 E fois D, le tout sur A. Voici le déplacement de la frange centrale. Donc ici, nous pouvons dire que X0 est le déplacement de la frange centrale.
Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.